Bon, c'est pas tout ça, mais faudrait que je mette mon pouvoir en avant le jour au moins. Et ben enfin, tu vas continuer cette série. Il serait temps quand même. Après au moins 4 ans entre 2 épisodes, c'est temps de te bouger là. Oh, tu sais, entre la réception, la lecture, le tournage, l'écriture, le montage, ça prend du temps, hein. Mais par contre, j'aimerais bien connaître le secret de ton pouvoir magique. Ah, je me dois de te l'avouer, en fait, c'est pas vraiment un pouvoir, c'est plus un petit effet de montage tout simple. Il suffit juste de claquer les mains, ensuite de prendre des tomes, de bouger le moins possible en les prenant, et de couper la partie entre le claquage de main et le prenage et la prise de tome, et après l'effet est séduisant. Il suffit juste de claquer les mains, et après l'effet est séduisant. Ah, tu penses que je peux le faire moi aussi? Wow! Ah ouais, ça marche. Allez, on lance la vidéo. Waouh! Et ben, quelle introduction digne des plus grands films hollywoodiens. Y a pas photo. Je vous flash ici l'affiche de la Chromatique numéro 2, donc le premier sur un colis gentiment envoyé par Meyane, que je remercie grandement pour le premier colis, et le deuxième colis que j'ai reçu en décembre et que je traite seulement maintenant. On va essayer de faire plus rapidement avec le troisième colis, hypothétiquement, s'il y en a un. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Vous l'aurez peut-être compris avec l'introduction, avec le titre, la miniature et ce que je viens d'expliquer. On va parler de 15 tomes de chez Meyane, on va peut-être arrêter de perdre du temps et y aller maintenant. C'est parti! Donc, on commence par une suite avec laquelle j'ai un seul tome, donc The Unwanted Undead Adventurer, tome 2. C'était une grosse surprise la première fois, parce que je m'attendais pas à grand chose. Le style RPG et monde de fantasy aurait pu me déplaire, et finalement, l'univers et le personnage principal sont très bien traités, et donc ça m'a tenu en haleine. Et ça continue ici. On nous rajoute des mystères avec un nouveau personnage qui est lié à quelqu'un qu'on a déjà croisé. On continue de nous faire avancer l'évolution substantielle avec une nouvelle phase pour Lent qui découvre ses nouveaux pouvoirs et ses nouvelles caractéristiques sur le tas. Y a pas à dire. Quelqu'un en fait un peu les frais sur le coup, mais c'est méga intéressant. En même temps, il devient un monstre de plus en plus puissant, mais il se rapproche de plus en plus de l'humain. Parce que finalement, l'humain n'est-il pas un monstre? C'est un monstre qui devient de plus en plus puissant. Il se rapproche physiquement et mentalement d'un humain, il peut faire des trucs plus humains, et donc se rapprocher de plus en plus d'humains et être en soi plus en danger d'être découvert en tant que monstre. C'est très, très bien trouvé comme façon de faire. En plus de ça, il est toujours aussi agréable à suivre, le héros, vu qu'il est dans l'exploration, il est pour aider les personnages aux alentours, que ce soit l'aventurier qui est avec lui le fin précédent et qui a un restaurant, que ce soit des petits nouveaux comme on le voit dans la partie roman à la fin du volume, que ce soit son ami qui se débrouille très bien toute seule dans la petite histoire bonus à la fin du volume. Je suis très intrigué et très content de pouvoir suivre cette aventure. Et série suivante. Jormungand, tome 4 et 5. Donc là, on passe aux séries pour lesquelles j'ai eu 2 volumes. Aux suites pour lesquelles j'ai eu 2 volumes. Donc, encore une fois, pour les suites, je vous invite à aller voir le premier épisode. Donc, ça, c'est. Jormungand est assez sans prise de tête, parce que c'est un peu de l'action débridée. On n'a pas de soucis. Le développement de personnage est un peu en retrait, pas forcément dans l'histoire elle-même, mais par rapport à d'autres mangas qu'on peut suivre. On a une bande de 8 personnes, voilà. Exactement comme je le disais, ils sont 10. Et chaque tome a son personnage mis en avant aux côtés de Coco. Et en même temps, il semble être mis en avant dans le volume. Je suis moyen sûr pour Lutz, car il me paraît pas des masses utiles dans celui-là. Par contre, pour Mao, c'est bien le cas, vu que la mission est plus en accord avec ce qu'il connaît. On termine la mission en Afrique, avec une promesse pour la suite, une deuxième fois, avec un ennemi qui promet de se venger. C'est la deuxième fois que ça fait ça. C'est intriguant, à voir si ça va être mis en place, parce qu'il y a 10 ou 11 tomes, je crois. On a un petit chapitre très tranquille, histoire de souder les personnages et de faire reposer un peu l'attention dans un aéroport avec des petites blagues, c'est rigolo. Et on a une autre histoire sur une actrice, et c'est très intéressant de faire le parallèle entre les actrices et le truc et les vendeurs d'armes, parce que le tout se joue sur le masque qu'on porte pour pouvoir bien se vendre, et c'est très intéressant. Et ensuite, on a une mission de protection de médecins de guerre, et c'est très intriguant parce qu'il y a plus de politique, il y a
plus de social direct et de très bonnes idées. Parce que de la protection directe, eh ben, ça implique un ennemi direct, ça implique une mission bien compliquée, qui vont quand même mener au bout, car c'est des personnages très forts. Il n'y a pas de souci, il y a pas de chance de vous froisser avec ou d'être profondément marqué, mais c'est un bon moment assuré. Allez, tome suivant. Engueule-moi, tome 4 et 5. Encore une suite en 2 volumes. Je crois qu'on approche du milieu de la série. Et ben là, c'est bien trouvé. Parce que, évidemment, l'invasion mongole sur Tsushima est impossible à contenir. Ils sont beaucoup trop nombreux par rapport aux forces qu'il y a sur place. Pourtant, Jinzaburo et la princesse Terui se battent corps et âme, bec et ongles, pour leur survie et pour attendre la durée nécessaire avant la fuite des Mongols, le départ des Mongols. J'aime beaucoup le 4ème tome parce que il nous présente tous les échecs dans tous les côtés par rapport à nos héros quant aux situations présentées précédemment. Et c'est bien trouvé, tu vois, forcément. Et en même temps, des petits coups de génie qui permettent d'un peu équilibrer les choses petit à petit, puisque pour qu'il y ait autant de Mongols, c'est qu'il y a plusieurs tribus de Mongols différents, et du coup ils ont des valeurs différentes, qu'ils vont faire exprès de confronter, afin de les mettre les uns contre les autres un petit peu et de gagner du temps, c'est très intéressant. On découvre un nouveau personnage mystérieux, qui détient des clés du passé qui vont pas servir spécialement sur le coup, mais qui permettent d'étendre un peu l'univers. On a un petit peu de relationnel, c'est un tome très agréable. Le deuxième fait très fort à son tour, un peu plus je trouve, parce que on a le flashback quant au personnage mystérieux. C'est surtout une sorte de gros passage de relais à la génération actuelle, c'est de Jinzaburo et Terui. C'était évidemment le cas, mais le faire de manière officielle apporte pas mal de puissance en plus, à tous les camps. Derrière ça, on a d'autres flashbacks pour Jinzaburo, qui permettent de mettre en parallèle ce qu'il sait et pourquoi il est là, comment il est là, et très intéressant. On va chercher un allié qui était très légèrement teasé sur la couverture. On découvre sa façon de vivre, lui aussi pourquoi il est là, et tutti quanti, et c'est très intriguant. On a une confrontation d'idéologie parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de vouloir contenir l'invasion, même s'ils finissent par s'entendre assez rapidement. On découvre des personnages à l'intérieur qui permettent de baisser la tension largement, parce qu'ils sont tout calmes et très loin des intrigues actuelles. Et on découvre aussi un personnage qui n'est pas forcément le camp qu'on pensait, et ça fait peur. D'autant plus que le général adverse a repris du poil de la bête et va attaquer bien violemment derrière, je pense. Un très bon coup de stratégie et de politique, j'aime beaucoup Engueule-moi, d'autant plus avec la promesse qu'on nous fait pour la suite à la fin du volume, quoi. Allez, tome suivant. Balzar, tome 4 et 5, encore suite en 2 tomes. Oh putain, qu'est-ce que c'est bien Balzar! C'est hyper dense, je mets bien longtemps à lire cet homme et je trouve ça génial. C'est vraiment une pépite, je trouve, Balzar. On a une alliance qui se fait grâce à 1 ou 2 chapitres, grand max. Une alliance qui se fait aussi, surtout parce que les personnages sont coincés. Et c'est malin comme façon de faire. D'autant plus que cela sert à envoyer une petite division à être représentatif. Et donc pour ça, Balzar va choisir 5 élèves. Bon, comme on en connaît 6, on peut se dire que c'est facilement jouable, mais on découvre le cas de Paul Breitner, on découvre son histoire, ses rêves, pourquoi il est dans la mairie, pourquoi il est dans l'armée, le fait que c'est un légèrement décalage avec la mission actuelle, donc je prends volontiers tout ceci. Bref, on a du développement des élèves pour choisir qui c'est qu'on envoie. Une fois envoyés, on les voit sur place sur la guerre, ils prennent plus conscience des armes et des soldats, c'est très intriguant et très bien joué. Évidemment, tout ne se passe pas forcément comme prévu, et la guerre frappe un peu à la porte. On retrouve quelques stratégies bienvenues. Chacun des élèves a 50 hommes sous ses ordres et doit prendre leurs responsabilités pour s'occuper de leurs besoins. C'est très intéressant à voir, parce qu'ils grandissent, hein, c'est sûr, il n'y a pas photo. Ils sont un peu aidés par 2 nouveaux élèves mystérieux et bienvenus, mais c'est sympathique de les voir essayer de se dépatouiller tout seuls et grandir au fur et à mesure, bien sûr. Mais c'est surtout dans le tome 5 que tout ceci se dévoile, puisqu'on a une attaque en 3 parties plus ou moins. Vu qu'ils sont fait attaquer, ils veulent partir de la zone, parce qu'ils n'ont plus rien à faire là en tant que juste représentants, évidemment. On a une suite dingue de stratégies et de retournements de situation, c'est magnifique. Parce que les personnages hésitent entre juste partir de la zone, se défendre en restant en chemin, défendre une zone particulière,
c'est très intéressant qu'ils sachent pas où ils vont, forcément, vu que c'est dans le moment qu'ils doivent agir. Il y a plein de questions sur le sacrifice, sur la vitesse d'action, et plein de choses qui sont sur les attaques surprises et la guerre, évidemment. On a de la grosse stratégie avec des armes que Balzar réfutait totalement à la base et qu'il accepte et dont il se sert très bien, parce qu'il sait très bien se servir de ce qui l'entoure, comme on le voit avec les barbelés dans la ferme. On se rend compte que la guerre va être de plus en plus terrible, vu les armes qui deviennent de plus en plus modernes. C'est très intéressant. On a des personnages bien écrits, de la stratégie bien écrite, de la politique bien écrite, une très belle utilisation de la modernisation, parce qu'on suit les chapitres au 19e siècle de vie quotidienne aussi, par moment. Et donc, je suis pris de A à Z avec Balzar, la guerre dans le sang. Moi, c'est Balzar que j'ai dans le sang de la veine. Tome suivant. À travers ces histoires en 4 cases, Cube Okawa jette un regard acerbe et cynique sur notre monde qui ne se gêne pas pour tourner en ridicule. Du thème le plus banal au sujet d'actualité le plus brûlant, rien ne nous est épargné. Hop là, première nouveauté du jour, un gag manga en 4 cases. Je sais pas traiter des mangas d'humour et uniquement d'humour, car l'humour c'est quelque chose de terriblement subjectif. Et moi j'aime bien l'humour absurde, mais quand c'est vraiment de l'absurde pour de l'absurde, sur 4 cases, donc avec très peu de développement, de rebondissement autour, ça passe moyen. D'autant plus que c'est ultra référencé, car l'auteur a plein de références geek, je suppose, que je n'ai pas, a des références bien différentes vu qu'on n'a pas la même culture de base. Donc c'est compliqué de suivre et d'apprécier tout. Je vous avouerai qu'il y en a peut-être 3 ou 4 gags qui m'ont fait rire à haute voix que ça. Mais de manière plus naturelle. Il y en a une petite dizaine qui m'ont fait sourire parce que c'était de bonne humeur et c'était quand même un peu rigolo. Et le reste des 150, je suis un peu passé à côté. L'expérience est très intéressante pour les shots de culture qu'on peut chercher. Par exemple, s'il y a un gars qu'on comprend pas, on peut chercher sur la culture japonaise ou chercher quel jeu vidéo, quel truc ça peut venir. On ne trouvera pas forcément le gag plus drôle, mais ça nous fait un petit shot de culture. Et en même temps, parfois, donner du sens à trop de choses n'est pas forcément logique. Car l'absurde peut être absurde juste comme ça, car la vie est absurde. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Donc, je ne le conseillerais pas pour l'œuvre en elle-même, mais juste pour l'expérience et le fait qu'on peut y découvrir une culture bien différente qui pourrait nous parler. Ce sera pas des barres de rire, un peu étrange pour un gag manga, mais une expérience sociale épique. Top suivant. La carte maîtresse du fabricant de confiserie traditionnelle Mitsubashi se nomme Anna Takamine et a 27 ans. Cette jeune femme, aussi belle qu'inégalable, fait rêver par son côté inaccessible. Mais derrière cette image de perfection, Anna cache en réalité un secret. Elle n'a absolument aucune expérience en matière d'amour et réagit toujours comme une jeune écolière. Pas facile alors d'avouer ses sentiments à Tsuyoshi Yowaki, un autre employé de la société. Ce qu'elle ignore, c'est que cet amour est réciproque, et ils désirent s'avouer leurs sentiments sans y parvenir. Le début d'une comédie romantique, avec un amour partagé, mais non avoué. Nous retrouvons une autre comédie, mais c'est une comédie romantique, donc il n'y a pas que le côté comédie. Il y a le monde de l'entreprise, donc ce n'est pas une comédie. Il y a des personnages qui évoluent un peu, donc ce n'est pas une comédie. Donc déjà, rien que par ce fait, je préfère ceci à Pop Team Epic, si l'on retire à côté l'expérience dont je vous parlais tout à l'heure. Je trouve que Anna l'inaccessible se démarque par 2 points très importants. Déjà le fait que l'amour est partagé, mais qu'il n'est juste pas avoué, parce que l'amour à sens unique, on l'a déjà vu plusieurs fois. Alors un amour partagé, c'est très novateur, je trouve. Peut-être parce que je ne lis pas assez de comédies romantiques, ça y a pas de photo. Et donc cette situation de base est hilarante, car elle crée des quiproquos et des embroglios vraiment conséquents et nombreux. Parce que, à cause de la gêne et de l'amour, les personnages sortent une phrase qui peut être un peu tendancieuse et mal interprétée, mais sans vraiment s'en rendre compte. Pendant que l'autre personnage en face l'interprète mal et est touché par le côté tendancieux, car il est amoureux aussi. Donc d'un côté comme de l'autre, ça perturbe les ondes et les dialogues, le fait que cet amour existe. Et ça n'est pas tout, car il touche aussi 2 collègues, un féminin et un masculin de chaque côté. Donc ça fait une sorte d'embroglio à 4, alors qu'il y en a 2 pour lesquels il n'y a aucune ambiguïté et ils sont en cours. C'est génial comme idée, parce que finalement, on a une sorte de double fascination à sens unique pour les personnages qui s'aiment
de manière réciproque au milieu, et c'est complexe, mais à chaque fois, c'est bien trouvé d'expliquer le pourquoi du comment, tout le monde le comprend de telle façon, et finalement, c'est les personnages concernés qui comprennent le moins, et c'est super drôle, le décalage. Et en parlant de décalage, c'est le deuxième point très drôle que je trouve avec cette œuvre, c'est le côté entreprise, le fait que Anna soit une femme d'affaires redoutable et canon, mais qu'elle ait les talents en amour d'une enfant. Le décalage est donc frappant entre le fait qu'elle soit sûre d'elle dans ses entreprises, dans ses choix, et le fait qu'elle soit toute gênée, qu'elle sache pas quoi faire, qu'elle soit complètement perdue dans ses sentiments amoureux. Et je ne lui jetterai pas la pierre, car les sentiments amoureux c'est compliqué à gérer, hein, peu importe l'âge, peu importe l'expérience, je trouve que c'est compliqué. Parce qu'évidemment, de mon vieil âge, de ma haute expérience sans amour, je peux pas en parler. Je suis si seul. Mais bref, mais bref, ce décalage, l'humour fonctionne vraiment. Car en soi, c'est de l'absurde, mais c'est basé sur du réel qui existe vraiment. Juste un peu amplifié, même si parfois ça peut atteindre ce niveau, mais être à ce niveau tout le temps, je trouve ça vraiment fort et particulièrement fonctionnel. Donc, je pense pas que je prendrai non plus un meilleur tome, car si la situation n'évolue pas beaucoup, ça fera vite redondant, mais pour l'instant ça fonctionne très bien, c'est une très belle surprise. Allez, tome suivant. Hop 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 hop, les enfants. On se calme. Cet tome-là était très bien pour vous, en fonction de la qualité, évidemment. Mais maintenant, on passe dans la partie public averti. Et quand un public averti vaut double, je veux 184 abonnés à ma chaîne maintenant. Merci. Gannibal, tome 2. Dans le premier tome de cette partie public averti, on retrouve une suite avec un tome. Quelle giga merveille. Il n'y a pas photo. Oh là là. Cette série policière est passionnante. Notre personnage principal était bien en danger à la fin du volume précédent, et met du temps à sortir du danger à nouveau, parce que la famille avec laquelle il se frite est particulière, a des secrets et veut bien les cacher. Donc dévoile quelques petits trucs par-ci par-là afin de cacher le gros truc derrière, gros truc qu'on voit sur la couverture et sur le dos du tome, évidemment. Et pourtant, notre héros continue de suivre cette enquête plus ou moins, car il a besoin de réponses, il a besoin de savoir. C'est un policier, il fait sa mission, tu vois, c'est important. Après, lui et sa famille ne sont pas débiles, ils savent qu'ils sont en danger, ils veulent partir. Pourtant, comme leur fille commence un peu à retrouver la joie de vivre et être mieux placée, c'est compliqué de partir. D'autant plus qu'on découvre le flashback qui raconte l'histoire de pourquoi leur fille est si triste. Et je crois que moi aussi, je vais devenir si triste. Oh, quelle histoire! Un amour impossible. Pouf! Un amour impossible à cause des normes de la société, parce que ben, c'est quelque chose qui en soi ne se fait pas, mais c'est de l'amour. C'est compliqué de juger l'amour. Et pourtant, notre personnage principal le juge. Très fort! Ah, très très fort. Ah, autant dire que c'est pas une peine de prison, là. Ça me fait rire. Mec, tête a explosé. Je suis fatigué. Et ensuite, on brouille les pistes, car en restant au village, il se rapproche des villageois, bien vu, qui donc expliquent qu'ils n'ont pas trop le choix d'être un peu distants, de pas parler des choses, qu'ils ont peur de la famille principale, qui est toujours un peu dangereuse, évidemment. Et donc on a des rapprochements, des petits passages sympathiques, et une nouvelle rencontre avec la famille, alors que depuis un petit temps on s'en éloignait. Et c'est déjà un coup dur de se rappeler aussi vite à la réalité. D'autant plus qu'ils disent qu'apparemment les villageois de Kugen ne seraient pas si blancs qu'ils le laissent paraître. Donc je suis très preneur de la suite. D'autant que le tome 4 sort ce mois-ci, là, mercredi prochain. Donc je vois le tome 3 tout de suite. C'est pour ça que je tourne cette vidéo maintenant, sinon j'aurais attendu, hein, mais là, pour la suite de Gannibal, la vidéo. Tome suivant. Dernière suite de cette vidéo. Les tomes 4 et 5 des 7 ninjas des fous. C'était la série qui m'avait le moins emballé dans le premier épisode. Et c'est peut-être pas toujours le cas, je fais un point vite fait à la fin. Parce qu'il y a un peu de mieux.
J'aurais bien du mal à vous en parler en détail, car je me souviens de très peu de détails, justement. Mais on termine l'histoire de Yaki, et autant vous dire que je sais pas ce que ça raconte, je sais plus qui sont les personnages, qui sont les gentils, qui sont les méchants, donc je ne peux rien dire dessus. Ensuite, on nous parle de Musashi, le célèbre héros, avec un chapitre sur Ioki au milieu. Musashi, qui me rappelle du coup avec son pote Kojiro, le manga Samurai Quest, Orient, de son prénom. Je suis preneur de presque toute son histoire, ce qui est bien agréable quant au 7 Ninja des Fous. C'est-à-dire qu'on a de la religion, c'est intéressant, du traitement du père, que ce soit du monstre religieux qu'il croise ou de lui-même, et les deux en parallèle fonctionnent très bien, de l'armure quelque peu dangereuse qu'il possède et qu'il utilise quand même, car Musashi est un monstre de puissance et de charisme. Il y a des moments bien badass, il y a un peu de réflexion. J'aime beaucoup la confrontation avec les monstres parce qu'ils sont invincibles. Du coup, comment est-ce qu'on bat les monstres invincibles? En étant Musashi, du coup, je crois, d'après ce que j'ai compris et étudié pendant longtemps. Mais c'est surtout la confrontation finale avec cette petite dame qui est un peu sous l'égide de son père, et du coup, le sait, de père avec Dieu. C'est l'histoire pour laquelle je vois le moins à quel point ça pourrait interagir avec le reste, mais c'est celle que j'ai préférée. Ah, pas tout à voir. Et derrière, on a découvert les 2 premiers chapitres de l'histoire de Mookie. Alors, penser comme ça fait penser au chien de Link, donc je vais prononcer ça Mookie quand même, parce que c'est comme ça se prononce, mais c'est perturbant. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. On a ce qui semble être une histoire d'amour plutôt basique et en même temps bien trouvée, car on a un seigneur qui aura reçu une esclave, on va dire, et se dit tiens, allez, je la ramène à la cour, donc ça va avoir de la jalousie et quelques petits trucs bien sentis. À côté de ça, on a l'amoureux de cette esclave, de cette paysanne, esclave depuis tout à l'heure, qui veut la retrouver et se pose sur une armure de tous les dangers. Je demande à voir la suite. Parce que les intrigues vont finir par se recouper et paraître un peu plus claires les unes avec les autres, je pense. J'ose espérer. Il y a un peu de mieux, il n'y a pas de souci. Je pense que ça peut faire une belle fresque dans l'ensemble. Je crache pas dessus, je prends volontiers les 7 ninjas des fous. Tome suivant. What? Victime de harcèlement scolaire pendant ses années au collège, Kanae est maintenant lycéenne. Encore traumatisée, elle est très sensible sur ce que pensent d'elle ses camarades de classe. Hors du lycée, elle assouvit son désir de reconnaissance en entretenant des relations payées avec des hommes plus âgés. Un jour, lors d'une sortie dans un karaoké, elle fait la rencontre de Hiroshi, mais ce dernier va le surprendre avec l'un de ses clients. Cela ne va pas l'empêcher de se montrer gentil, et Kanae va tomber amoureuse de lui. Cet amour va marquer le début de nombreux événements tragiques. Hop, première nouveauté dans la partie pour public averti, et c'est une merveille. Le sujet est très dur parce que ça parle d'harcèlement et du fait que ça brise totalement des personnes et des personnalités. C'est-à-dire que le personnage aurait bien juste être elle-même, mais n'arrive plus parce que à la moindre chose qu'elle fait, elle se dit tiens, ça pourrait être mal interprété, ça pourrait être méchant pour les gens, donc elle s'insulte elle-même, elle se jette elle-même dans un cercle vicieux. Genre, les gens ne réagissent pas forcément quand elle fait des choses, mais pour elle, elle se dit que ah, il pense du mal de moi parce que j'ai fait ça, donc elle se brime elle-même, c'est terrible. Ah, en même temps, c'est genre prenant de ouf comme histoire, et en même temps, c'est un peu déchirant parce que c'est quelque chose de réel. Comme quoi, c'est une belle pute le monde. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Donc, on suit ces personnages quelque peu brisés tout du long, qui essayent de se sentir utiles et de se sentir aimés en faisant des choses qu'on ne met pas réellement en avant normalement. Tellement qu'on ne met pas réellement en avant, quand quelqu'un s'en rend compte, c'est compliqué pour elle de s'en remettre. Pourtant, elle tombe assez vite sous le charme de cette personne, et ça va apporter des grosses situations encore une fois. Parce que là, pour le coup, il y a des choses qui vont être vraiment mal interprétées. Sauf que, vu qu'elle souhaite trouver l'amour et qu'elle n'a pas eu depuis longtemps et qu'elle est un peu brisée par le fait de plus pouvoir être elle-même, il y a des moments où elle va un peu loin dans le fait de s'affirmer et de dire c'est le mien, c'est mon amoureux, je vais briser des gens par mon amour. D'autant plus qu'on a un flash forward de je ne sais quel tome au tout début de celui-ci, et je pense que l'histoire va aller assez loin au niveau drame.
Parce que bon, autant vous dire qu'il y a du sang, un personnage qui est bien dans le point, hein, il va aller en prison, bien sûr. C'est le mec blessé qu'on va en prison, qui va aller à l'hôpital ou au cimetière. Sur les classes, on va aller en prison. Ça me semble bien compliqué. Les personnages me parlent bien, car vraiment, cette noirceur de l'humanité, et ben c'est parti. Quelque chose que je suis content de pouvoir étudier un manga comme ça. Je suis pris, complètement. Les personnages me touchent, me parlent, et c'est beau. Tome suivant. Tomomi et Kaname ont une certaine différence d'âge. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ressemblent à un couple banal. Mais leur relation cache un terrible secret. Un secret qu'ils ne peuvent révéler à personne. Mais que moi je vais révéler sans souci. Ils sont oncle et nièce. Mais je suis très mitigé sur ce titre. C'est compliqué à traiter. Parce que, comme tout à l'heure, c'est une histoire d'inceste, et donc c'est pas forcément des choses bien valorisées dans la société. Mais en même temps, c'est une histoire d'amour pure et dure. Parce que les personnages savent, ils le disent carrément que ce qu'ils font, c'est mal sur la société. Ils le disent, hein, qu'ils essayent de faire tous les efforts possibles pour donner juste le bonheur à l'autre, ne pas essayer de pas s'aimer. Mais c'est impossible. Quand ils s'aiment comme ça, ils ont pas d'autre choix. Et c'est perturbant, surtout quand les deux ils ont leur chance avec quelqu'un d'autre. Et étrangement, ça me parle plutôt bien et ça fait le taf niveau récit. Mais c'est le fait de pouvoir transposer ça derrière avec la réalité qui est plus dérangeant, je trouve. Étonnamment plus perturbé par le sujet et le propos que par les scènes de sexe en elles-mêmes, car elles sont assez soft en soi. Genre, on comprend ce que les personnages font, évidemment, heureusement, mais c'est pas si montré que ça, et c'est bien agréable comme ça, je trouve. Derrière, on apprend plus pourquoi les personnages ont été forcés de se rapprocher, car il y a un petit jeu sur la temporalité avec des petits flashbacks par-ci par-là. Donc on comprend les efforts qu'ils ont faits, comme je viens de le dire, et leur amour naissant. On comprend comment Tommy a appris à être élevé seul, puis par quelqu'un, a compris comment ils ont pu se rapprocher l'un l'autre parce qu'il y en a un qui était en détresse, et ainsi de suite. Et à un moment, on switch sur une amie de Tomomi, qui a aussi une relation incestueuse, mais c'est avec son demi-frère, donc il n'y a pas de lien de sang, ça va. Donc là, on découvre une façon très différente de voir la relation incestueuse, ce qui est bien pour faire une galerie plus globale, et en même temps, la galerie est bien différenciée, puisque, comme je l'ai dit 2 fois, les personnages veulent favoriser leur bonheur en essayant de brider leur humour, en essayant de brider leur amour. C'est moi qui répète pas mon humour ce soir, je crois. Tandis que dans la deuxième relation, le demi-frère, il y a pas de n'importe dans les conneries et dans les façons de briser totalement le bonheur de sa demi-sœur. C'est terrible comme histoire. Donc la deuxième, elle parle beaucoup moins car les personnages sortent un peu de nulle part. Même si il fonctionne en parallèle de celui qu'on suit depuis le début, tu vois, forcément, c'est très différent. Mais entre ça et le fait que ça arrive à une fin très abrupte qui coupe le tome et qui sonne la fin de la série, je suis très motivé par le deuxième tome. Le premier tome était plutôt agréable, même si le propos peut être perturbant, et donc je le mettrai pas entre toutes les mains. Mais le deuxième tome a un découpage très bizarre avec cette deuxième histoire qui est complète, mais en même temps sort un peu de nulle part, et s'achève dans le vide. Après, il y a quelques pages qui sont sorties au Japon, mais pas en volume relié, que Meian aimerait bien faire publier en France, et donc je croise les doigts pour que ça arrive, et je prendrai volontiers, car ça m'intéresse quand même de voir comment ils peuvent conclure ça. Voilà, petite conclusion rapide. Ça, je suis mitigé, je trouve que ça plaît à tout le monde. Là, pour les rouges de l'adultère. Blizzard par ton amour, gros coup de cœur. Les 7 ninjas des fous, je rentre moyen dedans, mais c'est un peu de mieux. Gannibal, gros coup de cœur. Analyse accessible, c'était très rigolo et très doux. Petit épique, moyen rentré dedans, mais pour l'expérience, c'était cool. Balzar, gros coup de cœur. Engole-moi, c'est très bien, pas de soucis. Diamond Gand, ça casse pas trop pas un canard, mais c'est bien cool et ça détend. Et The Undead Adventure, c'est toujours une très bonne surprise. Merci beaucoup, Meyane, et merci à toi, Valérie, pour pas citer de nom, évidemment. Et merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter
si vous avez lu un de ces jolis tomes, à partager la vidéo, à vous abonner, évidemment, pour en avoir plus. J'espère vous retrouver pour un épisode 3, car c'est toujours beau, les trilogies. Clin d'œil, une nouvelle fois. On se revoit très vite. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À comme bientôt.